Salut les bouseux! Pour notre 6e émission, l'œil des bouseux, rubrique d'analyse critique, on va s'intéresser à un gros poulet, le Raptor dissident, qui ne se prétend plus dissident, mais juste Raptor depuis ses frictions avec Alain Soral. Il faut dire que ce dernier est le chef autoproclamé de la dissidence d'extrême droite. Au sein de la fachosphère, il a établi un monopole sur ce terme, et donc le Raptor dissident a préféré prendre ses distances pour se faire discret. La vidéo que nous allons étudier date du 10 mars 2019 et a dépassé les 500 000 vues. À travers elle, le Raptor dissident prétend traiter de féminisme et masculinité toxique pendant 12 minutes. Il nous expliquera pourquoi mettre en opposition les hommes et les femmes serait dangereux et imbécile. Mais nous allons constater à quel point le Raptor dissident est un ignare, manipulateur, menteur et hypocrite qui diffuse une idéologie d'extrême droite très gratinée. De plus, nous aurons pour l'occasion un invité spécialisé en économie, ce gros bâtard de productif. Ce gros bâtard de productif. Je précise également que tous les éléments que je relève sont utiles à l'ensemble de mon analyse critique, même s'ils vous semblent négligeables au premier abord. Mais tout de suite, allons-y pour la vidéo. Bon, une adolescente autiste qui a redoublé 3 fois sa puberté vient de m'annoncer en fronçant les sourcils qu'il faisait enfin plus de 10 degrés dehors à cause du vilain climat qu'elle confond avec la météo du haut de son bac-2 en coulage de bronze et globe-trotting. Ok, donc ça commence très fort. Dès les premières secondes, il s'en prend à Greta Thunberg, une Suédoise de 16 ans qui cherche à motiver les jeunes à se bouger pour l'écologie. Le mec, il s'en prend gratuitement à une gamine de 16 ans. Ça sent bien le lâche. C'est sûr que c'est plus facile que d'affronter un vieux boxeur nazi de 60 ans qu'il a pourtant lui-même défié. Suite à cela, on va s'épargner certains détails et tout son développement fastidieux sur les journalistes qui n'apportent rien au sujet et ce pendant 3 minutes de remplissage à grand renfort de lieux communs. Les journalistes se sont mis à croire de manière complètement inexplicable que leur avis d'imbéciles sortis d'école pay to win, qui ne savent ni faire un produit en croix ni déplacer un sac de ciment de 20 kg sur 10 mètres, pouvait intéresser qui que ce soit. Les journalistes, ils donnent trop leur avis. Presque suffisant pour se croire membre du street lifestyle parisien. Les journalistes, c'est des Parisiens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la presse aime tant dénigrer les youtubeurs ou instagrammeurs à succès, précisément parce qu'elle n'accepte pas qu'ils aient autant voire plus d'influence qu'elle. Les journalistes, ils sont jaloux des youtubeurs. Attention, ça dénonce. Tu n'es qu'un fils de pute qui ne fait que dire des banalités stupides. Toutefois, il en profite pour glisser un petit tacle à Hugo Clément, le journaliste que tout le monde, à juste gros titre, adore détester sur Twitter. La boniche calvicier du ramusqué Yann Barthès, j'ai nommé Hugo Clément, qui est tout de même le premier journaliste au monde à affirmer que pour éviter de se faire attraper sur le net dans les dictatures, il utilise la navigation privée. Ainsi, le Raptor fait passer Hugo Clément pour un gros nul, en se reposant sur une vague de moqueries à son encontre en fin janvier sur Twitter. Cet extrait d'interview avait fait le tour du réseau social, c'est en retard d'1 mois et demi que le Raptor dissident participe à l'engouement général et pourtant les railleries étaient à fonder. En effet, si on prend le temps de se renseigner, on découvre que l'origine de tout cela était un hors-contexte, un malentendu, comme nous l'explique la journaliste à l'origine de l'interview. Ainsi, dans le but de s'en prendre à quelqu'un qu'il n'aime pas, le Raptor dissident n'hésite pas à déformer la réalité. Mais peut-être n'est-il pas malhonnête, mais juste trop fainéant pour faire plus de 3 clics quand ça l'arrange. J'ai toujours été un fainéant, tu vois, il fallait que je passe ça vite fait. Dans tous les cas, on a ici un type qui ne vérifie pas la véracité des accusations qu'il nous offre pour satisfaire ses intérêts, donc une démarche d'opportuniste. Vous pensez sûrement avoir affaire à un détail, et pourtant ce sera régulier. De plus, je vais pas passer 5 minutes là-dessus, mais je pense que c'est assez révélateur de l'aspect pathétique du Raptor dissident, c'est-à-dire qu'il y a sûrement plein de façons de tâteler Hugo Clément, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il est chauve, et en plus, il sait pas se servir de la navigation privée, le gros nul! Sérieusement, c'est tout ce qu'il a trouvé. Moi, j'ai envie de dire, arrête de modifier ta voix pour avoir l'air viril, si c'est pour te comporter comme un enfant de 12 ans. Et je n'ai rien non plus contre les gens qui donnent leur avis, pourvu qu'ils soient adultes. Je le rappelle, c'est pas pour rien que le droit de vote est à 18 ans. En plus de cela, peu après, il nous balance ceci. Tout le monde sait que depuis le collège, il vaut mieux être un lèche-cul pour avoir des bonnes notes à l'oral. Le mec, il est resté au collège. Le mec, il a 25 ans, il en a encore à dire. D'abord, si t'as de bonnes notes, c'est parce que t'es le chouchou de la maîtresse, d'abord. Des banalités qu'un enfant de 5 ans pourrait dire. Et c'est pas juste une vanne sans conséquence, c'est présenté comme un véritable argument, ça lui sert à expliquer la carrière des journalistes de la Ligue du LOL. Paye ta pensée complexe. En gros, les mecs, bon, comme tout bon journaliste, ils ont flairé que depuis une dizaine d'années, se revendiquer féministe, social justice warrior et politiquement correct, c'était un peu les meilleurs moyens pour faire carrière, bien se faire voir et pas avoir d'emmerde. Bon, vous allez me dire, jusque-là, rien d'anormal. Tout le monde sait que depuis le collège, il vaut mieux être un lèche-cul pour avoir des bonnes notes à l'oral. Donc bon, apprendre que certains journalistes, sont prêts à s'asseoir sur leurs idées et leur dignité pour trouver du boulot ne surprend plus personne. Ainsi, d'après lui, si les journalistes de la Ligue du LOL ont fait leur place dans le journalisme, c'est parce que ce sont des lèche-culs du féminisme, du politiquement correct, tout ça. Ça, c'est son explication puérile de leur carrière. Outre l'appel au peuple, comme si une idée communément admise justifiait cette idée, c'est pas mal pour 3 points. Premier point, il retire toute dimension sexiste, qui est pourtant la base de la Ligue du LOL, à savoir des hommes qui s'en prennent spécifiquement à des femmes, avec comme conséquence de les exclure par du harcèlement moral. Y compris lorsqu'ils visent des hommes, il y a une dimension
dimension sexiste, comme nous l'explique une des victimes, Benjamin Loreilly, qui était visé entre autres parce qu'un des harceleurs était jaloux de sa présumée relation avec une femme. Il est d'ailleurs intéressant de relever que le Raptor dissident accuse les harceleurs de la Ligue du LOL d'avoir une posture féministe pour leur intérêt personnel, alors que ces mêmes harceleurs justifiaient de s'en prendre à une de leurs victimes pour les mêmes raisons. Le Raptor dissident nous montre donc qu'il a la même mentalité que les harceleurs de la Ligue du LOL. Quoi qu'il en soit, l'intégralité des témoignages montre que les journalistes avaient des motivations sexistes, avec comme conséquence d'exclure des femmes et leur soutien, ce qui a permis de profiter à leur carrière. Vu qu'ils excluaient d'autres personnes qu'eux, ils ont affaibli la concurrence et ils en ont profité. Ça, ce sont des faits, mais en expliquant leur carrière par les postures officiellement progressistes des journalistes, le Raptor dissident est dans une négation d'une partie de la réalité, à savoir la dimension sexiste de l'affaire. Deuxième point, ça consiste à déplacer la responsabilité supposée de la réussite de ces journalistes. Ils n'auraient pas réussi grâce au fait que ce sont des hommes solidaires entre eux qui excluent d'autres personnes, mais ils auraient réussi grâce au féminisme. C'est fort, t'as des mecs qui harcèlent des femmes et en profitent pour s'élever socialement, mais c'est la faute au féminisme. Il y a un tour de passe-passe idéologique qui est pas mal. Quoi qu'il arrive, c'est la faute au féminisme. Et après il va se plaindre que les méchantes féministes disent que c'est toujours les hommes le problème, alors que pour lui le problème c'est toujours le féminisme. Troisième point qui va pas dans son explication, c'est qu'il est lui-même un contre-exemple. Il nous explique que le féminisme serait un atout pour la carrière. Pourtant, s'il peut se permettre de se proclamer aujourd'hui youtubeur professionnel, c'est bien grâce à ses vidéos contre Marion Setlin, une vidéo radicalement antiféministe qui l'a poussé au cœur d'une polémique dont il a profité. Et qu'en plus, ces sales petits enfoirés gagnent de la thune avec ça. Il n'y a donc pas de raison de mettre l'accent sur le fait qu'une position féministe serait socialement profitable, puisque l'inverse marche aussi, il en est la preuve. On peut même dire que l'antiféminisme est plus efficace. Tandis que les journalistes dont il parle ont fait leur place sur des années et des centaines d'articles, il lui a suffi d'une vidéo médiocre pour se faire connaître grâce à l'antiféminisme, jusqu'à être soutenu par Valeurs Actuelles et être au centre de l'attention. Et qu'en plus, ces sales petits enfoirés gagnent de la thune avec ça. On remarquera ainsi qu'une seconde fois, le Raptor dissident est tout à fait similaire au harceleur de la Ligue du LOL, vu que sa carrière minable s'est bâtie grâce à des attaques contre les féministes. Bref, suite à cette première et triple manipulation, le Raptor dissident continue de retirer la dimension sexiste de l'affaire. Mais attention, leur délire ne s'arrêtait pas là. Non, ça, tout le monde le fait. Je veux dire, qui ne s'est jamais foutu de la gueule de ses collègues ou camarades derrière leur dos? Absolument tout le monde chie sur tout le monde quand ils ont le dos tourné. Et c'est pas la peine de nous parler de masculinité toxique ou de boys band ou je sais pas quoi là. Parce que c'est certainement pas les meufs qui vont faire la leçon à qui que ce soit là-dessus. Hein. Si bitcher dans le dos des gens c'était un sport, pour la première fois au monde, une équipe féminine aurait du niveau. Alors déjà, le mec nous dit que la Ligue du LOL n'a rien à voir avec la masculinité toxique. Forcément, maintenant que tu as retiré tout le sexisme de l'affaire, il n'y a plus aucun lien avec la masculinité toxique. Donc là, il se fout de notre gueule. Mais comment il justifie ça? Il dit que les femmes font pareil, et même pire. Ce qu'on a ici, c'est du relativisme, mais un relativisme abusif. En effet, il met en parallèle l'affaire de la Ligue du LOL avec un cliché misogyne des femmes qui seraient des langues de vipère, pour dire que la Ligue du LOL n'a pas une dimension sexiste, mais que ce serait un comportement commun à tout le monde, quel que soit le sexe. En précisant quand même que les femmes c'est pire. C'est excellent parce que son argument qui nie le sexisme, c'est un cliché misogyne. Et le mec, c'est tout ce qu'il a à proposer. Un cliché. Les élèves qui ont les meilleures notes, c'est les chouchous de la maîtresse, et les filles, elles font rien qu'à parler dans le dos des gens. Les filles, c'est pas honnête. Et en plus, les filles, ça crie, ça joue à la corde et ça sait pas jouer au foot. Les filles, c'est vraiment trop nul. Des banalités qu'un enfant de 5 ans pourrait dire. Là, on n'est plus à un niveau collégien, on est tombé à un niveau d'école primaire. Le mec est en pleine régression. Il continue comme ça, et dans 6 mois, on le retrouve à faire des sculptures avec son caca. Sérieusement, c'est comme si je disais, le Raptor dissident, il est con parce que c'est un mec, les mecs ils pensent avec leur bite, donc son raisonnement part en couille. Comme argument, ça serait pas solide, hein. Comme sa bite, quoi, c'est juste de l'humour. Bon, je vais pas prendre le temps de déconstruire entièrement ce cliché, mais je vais d'abord relever que s'il met en évidence l'idée que les femmes seraient des langues de vipères, c'est qu'elles le seraient entre elles. C'est-à-dire des femmes qui parlent mal d'autres femmes, c'est ça, ce cliché. Même en admettant que ce qu'il dit est correct, ça retire pas la dimension sexiste, vu que dans les deux situations, Ligue du LOL et langue de vipère, ce sont des femmes qui sont visées. Bref, il se sert d'un cliché comme si c'était un argument, mais même en admettant la validité de ce cliché, il ne permet pas de soutenir son discours. Toutefois, même s'il a commencé par relativiser, amoindrir le problème, après il pointe que la Ligue du LOL c'est pire que juste parler dans le dos des gens. En réalité, ces enfoirés de première se sont créés des dizaines de petits comptes anonymes avec lesquels ils ont harcelé en public et en privé toutes leurs collègues journalistes, en les traitant évidemment de putes, mais aussi de grosses putes quand ils étaient un peu plus inspirés. Alors il le fait plus ou moins exprès là, hein, mais le harcèlement par la Ligue du LOL n'est pas constitué que d'insultes. Donc il minimise à nouveau l'affaire, mais on relèvera surtout qu'il met en évidence des insultes sexistes, salope, pute chaudasse, etc. Le sexisme est évident, alors qu'il a passé son temps à retirer toute dimension sexiste de l'affaire, en disant que les journalistes ont réussi leur carrière en étant des lèche-culs, que parler dans le dos des gens tout le monde le fait, à aucun moment il ne définit ses comportements comme sexistes ou misogynes, etc. Le mec est face à une réalité évidente et il refuse de la voir par idéologie.
Enfin de la voir, de la montrer surtout, hein, mais on y reviendra. Ces petits cons qui ont, rappelons-le, dédié leur carrière de chroniqueur poubelliste à dénoncer la grossophobie et le famoso patriarcat systémique. Je précise tout d'abord qu'il parle de patriarcat systémique, ce qui n'a aucun sens, c'est redondant, aucune féministe n'utilise cette expression. Elle n'existe pas dans la littérature féministe, mais on la retrouve très peu et au pied de la lettre de la part de personnes antiféministes comme Peggy Sastre. En effet, dire patriarcat systémique n'a aucun sens, car le patriarcat est forcément un système. Il confond sûrement avec la notion de sexisme systémique. Donc le mec, il sait pas de quoi il parle, il y connaît rien. Il veut critiquer le féminisme, mais il ne connaît pas le sens de cette notion fondamentale au moins dans le féminisme radical. C'est comme si moi je critiquais les nationalistes en parlant de nation systémique. J'aurais l'air d'un con. De plus, et surtout, il nous donne des exemples de ce que les journalistes de la Ligue du LOL tenaient comme propos. Sauf que ces deux exemples n'ont rien à voir. Il a bien pris la peine d'effacer les noms des auteurs, car en les voyant, on risquerait d'avoir un déclic. On risquerait de se dire, c'est quoi le rapport? Donc, il dissimule sciemment une information. En effet, le premier article a été écrit par Marie Kirchen et l'autre par Anne-Hélène Petersen, qui n'ont aucun lien avec la Ligue du LOL. Il nous fait croire que ce sont des articles écrits par les journalistes de la Ligue du LOL, alors que c'est faux. Pourquoi il fait ça? Déjà, ça lui permet d'associer la lutte contre la grossophobie et le patriarcat à des hypocrites. Enfin, le patriarcat systémique. Donc c'est un déshonneur par association. De plus, cette manipulation lui permet également d'associer BuzzFeed à une hypocrisie. Plus tôt dans la vidéo, il nous disait ceci sur BuzzFeed. La honte du journalisme en France, c'était à l'époque BuzzFeed, mais Dieu soit loué, cette énorme déchetterie fourre-tout a fini par fermer. Et plus généralement, le Raptor Dissident fait une obsession de BuzzFeed depuis que ce site a publié un article, le 16 mars 2017, sur un lycéen de Grasse qui avait fait une attaque armée blessant 4 personnes. L'article de BuzzFeed précisait que le tireur avait liké un tweet du Raptor Dissident et qu'il s'était abonné à sa chaîne. On peut évidemment se demander en quoi c'est pertinent de relever ça. Ça avait foutu le Raptor Dissident dans une colère noire, il en a fait une vidéo et depuis il est obsédé par BuzzFeed. Seulement là, ce qu'il nous présente, il n'y a aucun rapport avec BuzzFeed. Donc ce qu'il fait, c'est associer BuzzFeed à la Ligue du LOL sans aucune raison pour faire passer l'idée que BuzzFeed égale Ligue du LOL. On peut se dire que BuzzFeed a fait un déshonneur par association contre le Raptor Dissident. Aujourd'hui, le Raptor Dissident fait pareil, c'est de bonne guerre. Sauf qu'il n'assume pas son déshonneur par association. À aucun moment, il ne nous fait comprendre que c'est une réaction du genre « Regardez ce que ça fait, c'est pas cool !» Non, l'ironie n'est pas marquée, donc il y a une manipulation, elle est double. Il associe sans raison à la Ligue du LOL à la fois BuzzFeed, mais aussi la lutte contre la grossophobie et le patriarcat systémique. Une nouvelle fois, le Raptor Dissident manipule la réalité pour son intérêt personnel, juste pour se venger et pour son idéologie. Ont en fait creusé durant tout ce temps leur propre trou, puisque maintenant ils se sont tous fait choper comme des merdes, et c'est avec grand plaisir qu'ils vont enfin pouvoir goûter à l'empowerment au féminin bien dans leur gueule d'homme soja hypocrite et complètement sadique, et on sera tous d'accord là-dessus, c'est bien mérité. Il termine ainsi par dire que ce qui arrive aux harceleurs de la Ligue du LOL, c'est bien fait pour leur gueule. Ok, très bien. Par contre, le jour où il devra assumer certains de ses propos, ses positions ou leurs conséquences, on n'oubliera pas de lui dire la même chose. Ensuite, il passe à la deuxième partie de son émission sur le sujet de la parité. Chaque année, le 8 mars, c'est la journée internationale pour le droit des femmes, l'occasion de se rappeler du chemin parcouru pour l'égalité en droit des individus. Il y a 55 ans, par exemple, les femmes ne pouvaient pas travailler ou ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Ce qui veut pas dire que c'est vrai dans la pratique, vu que ça nécessite de changer les mentalités pour que ce droit soit intégré, et 55 ans, c'est court pour changer des mentalités. Je précise, ça sera important pour la suite. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore, il existe de nombreux comportements sexistes nuisibles, comme le harcèlement de rue, qu'il ne faut pas confondre avec la drague de rue, le harcèlement moral sur son lieu de travail, et le chantage sexuel pour ne citer que. Donc là, on a une bonne dose d'hypocrisie. Déjà, il nous dit que le harcèlement de rue, c'est un comportement sexiste. Il n'a pas toujours dit ça. Dans son émission sur Marion Setlin, il nous affirmait ceci. Il est complètement stupide et égoïste de considérer des problèmes comme le harcèlement de rue comme étant unisexe. Certaines se font mater et violer, d'autres se font casser la gueule et voler. Vous inquiétez pas, niveau humiliation, on est tous sur une base à peu près égale. Ce qu'il nous disait à l'époque, c'était que le harcèlement de rue n'est pas sexiste, car tout le monde en est victime, homme ou femme. Il avait donc utilisé la même technique de relativisme abusif que tout à l'heure quand il disait « tout le monde parle dans le dos des gens ». Mais en plus de cela, il a nié le caractère sexiste du viol et sa gravité en comparant ça à des agressions non sexistes. Alors attention, il a dit ça il y a 2 ans et demi. On peut pas dire qu'il est hypocrite sans d'autres preuves, car la piste à privilégier, la plus simple, c'est qu'il se serait modéré sur le sujet du harcèlement de rue, reconnaissant aujourd'hui son caractère sexiste. C'est bien, il progresse. C'est lent, mais il y arrive.
Là où il y a un peu d'hypocrisie, c'est que ça prouve qu'il a eu tort. Le mec, il y a 2 ans et demi, il a chargé Marion Sételin et les féministes en leur en foutant plein la gueule, alors qu'il se trompait. Et aujourd'hui, il continue à charger les femmes et les féministes avec exactement les mêmes méthodes et manipulations. Moi, je me dis, tu comptes faire ça longtemps, de t'en prendre à des gens avant de réaliser que tu disais de la merde? Bref, là où il y a par contre beaucoup d'hypocrisie, c'est qu'il dénonce le sexisme du chantage sexuel, en faisant référence à Harvey Weinstein. Pourtant, sur Twitter et au moment des faits, il ne tenait pas le même discours. Les femmes qui acceptent de coucher pour leur carrière et qui 10 ans plus tard se découvrent un viol, vous n'avez aucun honneur. Aujourd'hui, on se lamente sur les femmes qui ont accepté de se prostituer pour leur CV. Il a tenu la même position en août 2018 pendant Balance ton youtubeur. Le hashtag Balance ton youtubeur, c'est encore des attention whores, donc des putes, qui veulent se la jouer pour montrer qu'elles se sont faites draguer par des mecs célèbres, t'as vu. Ainsi, en octobre 2017 pendant l'affaire Weinstein, comme en août 2018 pendant Balance ton youtubeur, le Raptor dissident avait décidé de nier la légitimité de la libération de la parole des femmes victimes de chantage sexuel en les traitant de putes, en considérant qu'elles l'avaient bien cherché et donc qu'elles devraient fermer leur gueule. Et aujourd'hui, il se donne l'apparence de quelqu'un qui dénonce le chantage sexuel. Il existe de nombreux comportements sexistes nuisibles, comme le chantage sexuel pour ne citer que. Pourtant, dans la pratique, quand les femmes ont besoin de libérer leur parole, lui il arrive et se place en obstacle, il les traite de putes et encourage à les rabaisser, à les faire taire. C'est quand même pas mal de sa part, vu que dans la première partie de sa vidéo sur les ligues du LoL, il dénonçait les donneurs de leçons qui ne les appliquent pas à eux-mêmes. Bref, il prétend dénoncer l'hypocrisie, mais il est lui-même hypocrite avec un niveau de merde particulièrement élevé. Tiens, ne me dites pas que, encore une fois, les mecs qui font le plus la morale aux autres sont en fait les plus gros connards du game. Alors comment expliquer ça? C'est de la malveillance ou de la bêtise? On va étudier la piste de la bêtise ou plutôt de l'orientation idéologique. En effet, pour justifier de dire que les femmes victimes se sont prostituées, donc qu'elles sont coupables, il dit ceci. On se lamente sur les femmes qui ont accepté de se prostituer pour leur CV. Cela signifie que, pour lui, avoir échoué à résister au chantage montre que la victime était consentante et qu'elle en a profité. Il exclut totalement d'accepter la faiblesse. La défaite n'est pas pardonnable. Il exclut totalement le rapport de force entre un patron puissant et une employée, entre un businessman omnipotent et une jeune actrice, entre un youtubeur célèbre et une mineure, etc. Comme si quelle que soit ta position de faiblesse, tu n'as pas d'autre alternative de résister sinon t'es coupable. On est dans un faux dilemme extrémiste qui n'accepte aucune nuance ni pardon. Là, il est littéralement en train de nous dire, si on t'a violé, c'est parce que tu t'es pas assez défendu, donc c'est de ta faute. Le mec culpabilise des femmes violées alors qu'il prend une posture contre des comportements sexistes. Tu n'es rien qu'une merde, tu n'es rien qu'une merde, tu n'es rien qu'une merde, tu n'es rien qu'une merde. 4 fois. Efficace. On appréciera enfin qu'il nous parle d'honneur, comme quoi les victimes, en fait coupables, d'après lui, n'auraient aucun honneur. Ça, c'est un jugement moral. L'honneur, c'est la dignité morale, et c'est très récurrent chez lui. C'est pas mal, le mec dit qu'il en a marre des donneurs de leçons, des moralisateurs, alors qu'il est le premier à parler d'honneur et toutes ces conneries. Bref, ainsi en plus de les culpabiliser, il impose une étiquette de honte sur les victimes. Or, il faut rappeler que justement, la honte, le déshonneur, est une pression morale sur les victimes d'abus sexuels en général. Une honte qui pousse à ne pas dénoncer ce qu'on a subi de peur de subir le jugement moral de la société, et de type comme le Raptor dissident. Bref, avant de poursuivre, faisons le point sur cette partie. Ici, le Raptor dissident est un ennemi objectif de la cause des femmes, notamment celles victimes de chantage sexuel, notamment celles victimes de viol, alors qu'il prétend que cette cause est à défendre. On est donc totalement dans une démarche opportuniste de récupération politique d'une cause féministe, ce qui fait de lui un hypocrite et un manipulateur. Mais c'est surtout l'occasion pour les folles alliés qu'on connaît bien de nous rappeler de quoi on a le droit de rire ou pas selon leur vision non oppressive de la réalité. C'est faux. T'as le droit de rire de ce que tu veux, on te demande juste d'assumer que ce qui te fait rire c'est misogyne, sexiste, homophobe et que toutes ces blagues ont des conséquences concrètes. Bon, là on est toujours dans l'idée d'une honneur de leçon. Il faut s'occuper de certains trucs, mais pas ça. Genre, d'où tu parles? T'es qui pour donner des leçons? Tu nous expliques que les femmes violées l'ont bien cherché, et tu te permets de dire aux féministes ce dont elles doivent s'occuper. Ferme ta gueule. En plus de cela, il est à nouveau hypocrite. Pendant que j'écrivais cette émission, le Raptor dissident a publié un tweet viral. Il critique la photo d'une adolescente qui fait une blague de cul en la trouvant malaisante. La meuf, elle fait un jeu de mots. Un jeu de mots laborieux, mais jeu de mots quand même. L'intention humoristique est évidente, et elle ne fait de tort à personne. Mais subitement, pour le Raptor dissident, qui veut pas qu'on lui dise ce qui est drôle ou pas, subitement, là, ça lui convient pas. Subitement, une blague de cul, c'est malaisant. Le mec est mal à l'aise parce qu'une adolescente fait une blague de cul. C'est quoi ce puritanisme? Alors je sais pas si c'est malaisant, mais moi ce que je trouve déplacé, c'est qu'un mec de 25 ans publie sur internet la photo d'une mineure pour la critiquer devant ses 150 000 abonnés, alors qu'il est réputé pour avoir une communauté particulièrement agressive. Je doute que les jeunes de son public apprécieraient qu'un youtubeur se serve de leur image de cette manière. De plus, on appréciera qu'en l'espace de quelques jours, le Raptor dissident s'en est pris 2 fois à des adolescentes. Et à côté, il nous donne des leçons d'honneur.
Après, ça va être quoi? On va leur trouver à la sortie des écoles primaires pour voler le goûter des gamines parce que ça lui permet de se sentir plus fort. Pour finir là-dessus, je suis pas sûr que ça soit très légal. Le droit à l'image, notamment pour les mineurs, est encadré. Être en manif ou sur la voie publique ne permet pas à n'importe qui de se servir de votre image n'importe comment. Moi, je serai les parents, je porterai plainte. Et si le Raptor dissident se retrouve dans une telle situation, rappelons-nous de lui dire qu'il l'a bien mérité. Et surtout, car c'est à la mode, de l'instauration de quotas favorisant et imposant des femmes dans le monde du travail et de la récompense artistique. Alors elles nous raconteront au début pour que la pilule passe qu'il ne s'agit pas vraiment de quotas, qu'il s'agit juste d'inverser la tendance en favorisant à dossier égal les femmes. Mais ne vous y prenez pas, c'est un mensonge des plus ignobles, à dossier égal ça n'existe pas, un simple entretien suffit à distinguer deux profils différents. Un simple entretien. Donc il prétend que les justifications à la parité c'est un mensonge, donc une intention délibérée de cacher la vérité, parce que les dossiers égaux n'existent pas étant donné qu'il suffit de passer un entretien, pour voir que les profils sont différents. Il a pas l'air de connaître la recherche d'un travail le mec. Juste, Raptor dissident, t'as déjà travaillé pour un employeur ? Parce qu'il faut déjà y arriver à l'entretien, hein. C'est déjà un succès d'avoir un entretien, t'es au courant? Alors j'ai fait des recherches rapides pour avoir une idée de la moyenne, mais en gros ça passe de 5 à 20 CV à envoyer pour juste décrocher un entretien. Et si par exemple t'as pas l'air blanc, c'est 2 fois plus, hein, mais ça c'est un autre sujet. Bref, le mec il est à côté de la plaque. L'argument féministe, c'est de donner les mêmes chances à tout le monde pour accéder à un entretien d'embauche, donc éliminer la discrimination avant l'entretien, et il dit qu'on a tous les mêmes chances à l'entretien. Mais c'est pas un contre-argument, il est hors sujet. Et c'est donc le moment d'expliquer définitivement pourquoi la discrimination positive est une aberration et un hold-up motivé par l'envie et la jalousie. Ah, la jalousie et l'envie. Donc il présente sa thèse, la parité, ou discrimination positive d'après lui, qui serait motivée par l'envie et la jalousie des femmes. Ce qui est un cliché misogyne. Alors peut-être que c'est vrai, hein, mais déjà ça pue. C'est la seconde fois qu'il se sert d'un cliché misogyne. Ici la femme vénale, tout à l'heure c'était la langue de vipère, pour justifier son discours. En plus de cela, c'est un procès d'intention consistant à prêter des intentions malveillantes à son adversaire. Mais peut-être qu'il a raison, hein. Peut-être que oui, les féministes, si ça se trouve, elles sont méchantes, jalouses et envieuses parce que c'est des gonzesses, et les gonzesses, les filles c'est trop nul. En voilà une piste à privilégier pour expliquer comment fonctionne le monde. Premièrement, il faut arrêter de penser que la vie se joue en équipe avec d'un côté le FC homme et de l'autre l'AS femme. Quand un homme remporte un Oscar ou est directeur de je ne sais quoi, je me dis pas « Oh trop bien, c'est un homme ». Non, j'en ai strictement rien à foutre de sa vie parce que la réalité c'est que moi je suis en slip en train de jouer à Apex. En fait, y a que les timbrés féministes pour nier la notion d'individu. Ok, bon, on appréciera l'argument du « moi-je ». Non mais c'est bien ce que tu penses, hein, mais on s'en tape. C'est pas parce que toi tu vois le monde comme ça qu'il fonctionne comme ça. C'est juste pas un argument, je sais même pas à quoi dire là, tellement c'est stupide comme justification. Déjà on peut relever le faux dilemme et l'homme de paille. Les féministes nient la notion d'individu. C'est faux, totalement absurde, et c'est un faux dilemme consistant à dire soit il y a des groupes, soit il y a des individus, mais pas les deux, faut choisir. Alors désolé, mais nous on va préférer réfléchir avec des nuances, on va prendre le temps de penser au lieu de balancer des énormités en croyant que plus vite c'est dit, plus c'est vrai. En plus avec cette conception du monde, c'est super, hein, il n'y a plus de groupes sociaux, il n'y a plus de classe sociale, on est tous des individus isolés, sans lien les uns avec les autres, il n'y a pas de solidarité masculine par exemple, prends-nous pour des cons, il n'y a pas de solidarité entre membres du même groupe au détriment d'autres groupes. On est dans le plus strict libéralisme. C'est utopique. Le mec vit dans une utopie, un monde imaginaire. La bourgeoisie, l'aristocratie, ça n'existe plus là, ou l'oligarchie. Dans son monde à lui, il n'existe aucun groupe social. Dans mon monde à moi, il n'y a que des poneys. Ils mangent des arcs-en-ciel et ils font des caca papillons. C'est beau comme tout, Cathy. Mais c'est beau comme tout, Raptor dissident. Avec la vision du monde de Raptor dissident, il n'y a plus de domination sociale. Son monde à lui, c'est... Mais c'est l'idéal communiste. Bon, plus sérieusement, d'un point de vue sociologique, c'est absurde. Évidemment que les groupes sociaux existent et qu'il y a des rapports de force. Ce qui est très fort, c'est qu'il a lui-même donné un contre-exemple avec la Ligue du LOL. Bien sûr, il en a retiré péniblement toute dimension sexiste. Mais la Ligue du LOL est l'exemple d'hommes qui s'organisent entre eux pour cibler spécifiquement des femmes ou des hommes concurrents. Donc il peut dire que moi je m'en fous que ce soit des hommes ou des femmes, mais le monde, il fonctionne pas comme ça. Et d'un point de vue strictement rationnel, le mec il a pas l'air d'être au courant qu'il existe par exemple un truc tout con, qui sont les biais cognitifs. Parmi ces biais cognitifs, il y en a plein qui peuvent jouer, mais à mon sens, le plus important ici est l'erreur ultime d'attribution. En gros, ça consiste à favoriser des gens qui nous ressemblent et défavoriser ceux qui nous sont différents. Par exemple, si je suis un homme et que je vois un homme qui a réussi, le biais de l'erreur ultime d'attribution me fera penser que c'est parce qu'il est talentueux. Et si c'est une femme qui a réussi, ça serait parce qu'elle aurait triché. Deuxièmement, croire que la surreprésentation des hommes ou des femmes dans un domaine est forcément le résultat d'une discrimination envers l'autre sexe est une insulte envers les hommes ou les femmes qui sont arrivés là par leur travail, leurs compétences, mais aussi leurs aspirations et choix personnels qui doivent être respectés. Ok, donc là, c'est un argument moral.
C'est pas un argument rationnel, hein. Il explique pas que c'est vrai ou faux, il dit qu'il faut pas dire ça parce que c'est une insulte et du manque de respect. Le mec nous fait une leçon de morale. On est vraiment tombé super bas. Moi j'adore parce que le type, tout à l'heure, il nous disait ça. À venir emmerder et faire la morale aux gens jusqu'à ce qu'ils s'excusent en rampant. Et là, tranquille, il veut nous empêcher de considérer qu'il existe des discriminations parce que c'est pas bien. C'est un manque de respect, c'est insultant. Genre le raptor dissident qui aime pas les insultes. Ah bah excuse-nous de penser qu'il y a des discriminations, désolé si pour toi c'est trop politiquement incorrect, pardonne-nous nos offenses, sac à merde. Il n'y a rien de mal à ce que les femmes soient attirées par certains domaines en particulier qui intéressent moins les hommes et inversement. Il continue donc dans l'argument moral, y a rien de mal, mais c'est pas le sujet, hein. On se demande si c'est justifié rationnellement, on s'en fout que ce soit bien ou mal. Alors après nous avoir fait une leçon de morale, c'est pas bien de penser ça, vous avez pas de respect d'abord. Le mec va essayer l'argumentation rationnelle et il va bien se planter. Prétendre le contraire ou essayer d'expliquer ses choix par la construction sociale est un mensonge comme l'a prouvé l'exemple de la Norvège et de ses 90% d'infirmières femmes et 90% d'ingénieurs hommes, malgré une politique très féministe qui visait justement à casser les stéréotypes de genre. Donc, les constructions sociales de stéréotypes de genre n'existent pas parce qu'il y a beaucoup d'infirmières, femmes et d'ingénieurs hommes en Norvège. Mais où est la corrélation ? Il n'a pas développé. En plus, on notera qu'il dit que les constructions sociales de stéréotypes de genre dans le choix des métiers, c'est un mensonge. On garde ça pour plus tard. Alors, par où commencer? Ça va être long, hein. Il nous dit que la Norvège serait plus égalitaire. Qu'il y ait plus d'égalité impliquerait moins de constructions sociales dans le choix des métiers. Or, en Norvège, les femmes vont plus vers un métier stéréotypé, donc les constructions sociales n'existent pas. Si elles existaient, elles iraient moins vers ce métier. Où est-ce que ça coince? Déjà, il n'a pas défini en quoi consiste l'égalité femmes-hommes dans ce pays. Il y a plein de manières de définir l'égalité. On peut considérer qu'il y a plus d'égalité dans certains domaines de la société sans pour autant que cette égalité ait un impact sur les stéréotypes de genre liés aux orientations de métier. Après tout, il y a des gens qui considèrent que l'égalité, c'est le droit de vote et quelques lois, mais ça va pas avoir d'influence sur les métiers, ça. Il se base en second sur un article du Nouvel Obs, la Norvège, sans doute le meilleur pays au monde pour les femmes. Que nous dit cet article? Déjà, il se base sur un témoignage. C'est intéressant, mais c'est juste un témoignage, c'est pas ce qu'il y a de plus solide. Le témoignage est celui d'une blogueuse, Lou Déguin, qui nous dit que 1. Il y a moins de pression sur le physique des femmes. 2. La maternité est mieux acceptée dans le monde du travail et les congés sont partagés. 3. Il y a moins de harcèlement sexuel. 4. Les femmes ne sont pas dévalorisées au travail. Voilà, ok, tout ça c'est très bien, mais c'est quoi le rapport avec les infirmières et les ingénieurs? Ces éléments-là n'ont aucun impact sur le choix des métiers. Donc, sa seconde source n'est pas valide pour justifier son argumentaire. Sa première source est plus complexe. Il se base sur un article d'Atlantico de 2012 qui est lui-même la synthèse d'un documentaire. Atlantico, niveau fiabilité, bon, ça pue. C'est un site dont le contenu est réalisé par des contributeurs. Celui à l'origine de l'article est Alexis Aguetan, un juriste, d'après ce qu'il nous dit. Le mec, il est pas scientifique, il est pas journaliste. J'ai rien contre les juristes, mais d'où tu nous parles? Atlantico prétend avoir comme contributeur des experts, et là on a un juriste qui nous parle de sociologie et de biologie. Moi, quand j'ai besoin d'en savoir plus sur le code pénal relatif à la propriété intellectuelle, je vais pas demander à un pharmacien. Bref, si on regarde ses contributions sur le site, il y en a 3. 2 où il se sert du même documentaire comme argument contre la recherche de l'égalité homme-femme, et un autre où il s'en prend, là encore, aux études sur le genre. Donc le mec il est juriste, c'est pas son domaine d'expertise, mais il parle quand même que de ça. Ça commence à bien puer. Si on va plus loin, le mec on le retrouve sur le site Nouvelles de France, qui se réclame libéral-conservateur, et là, une nouvelle fois, bingo, il parle que de ça. Et pour finir, on le retrouve aussi dans Le Plus de l'Obs, avec toujours cette idée fixe des études de genre. Le mec, c'est son obsession. Il considère que les études de genre, c'est un projet politique pour détruire les différences naturelles entre les femmes et les hommes. Et il publie ça de 2012 à 2014, avec des références systématiques à son documentaire. Le mec, il a que ça comme argument. C'est son argument massu. Genre, c'est l'argument irréfutable. C'est indéniable qu'il a raison. Alors que c'est un documentaire disponible sur Dailymotion, C'est pas une méta-étude, le truc. Le mec, son argument, c'est littéralement « J'ai vu ça dans un documentaire à la télé ». On en est là, un documentaire à la télé. Voilà le niveau de preuve pour discréditer les sciences humaines et sociales. Un juriste obsédé par les études de genre qui a vu un documentaire à la télé norvégienne en 2010. Paye ta source fiable. Non mais après ça va être quoi? Les pyramides c'est les aliens parce que j'ai vu ça sur YouTube, alors les égyptologues, prout prout. Bon, normalement pour avoir une démarche épistémologique valide, il faudrait que je démonte entièrement l'article et le documentaire. Perso je trouve que c'est même pas la peine. Toutefois, on va se pencher sur le cœur de l'article. On va pas tout débunker mais pointer son orientation idéologique. Le gouvernement norvégien a bien mis en place des programmes pour équilibrer les choses, mais cela n'a eu qu'une petite et temporaire influence sur ce que les hommes et les femmes choisissent de faire. La logique est la suivante. Le gouvernement a fait en sorte d'équilibrer les choses, mais ça n'a pas marché, donc les différences sont normales, naturelles. Mais la conclusion est abusive.
En effet, on peut aussi avoir comme piste que le gouvernement est nul. C'est-à-dire tout simplement que le gouvernement a mis en place des mesures qui ne marchent pas. Il est quand même particulièrement incongru de penser qu'une mesure d'un gouvernement soit forcément une mesure adaptée. Pour faire simple, ce n'est pas parce que le gouvernement norvégien a échoué que cela signifie qu'il ne peut pas gagner. Ce qui est amusant ici, c'est qu'on a une démarche de loser. Face à un problème, les stéréotypes de genre, le Raptor dissident cherche à démontrer qu'on ne peut pas effacer ce problème en se basant sur un échec. Dès que quelque chose ne fonctionne pas, au premier obstacle, ça signifie qu'il faut laisser tomber et ne pas chercher d'autres solutions, d'autres explications. Le Raptor dissident est ainsi dans une mentalité de perdant qui abandonne à la moindre difficulté. Alors évidemment, je dis ça surtout pour être taquin. La réalité, c'est juste qu'il en a rien à foutre de ce qui est vrai ou pas. L'important pour lui, c'est de présenter des informations qui vont dans son sens. C'est un mensonge des plus ignobles, même s'il est évident qu'elles n'ont aucune valeur. Le Raptor dissident fait donc de la propagande. Troisièmement, le nombre de places étant limité, la discrimination positive d'un groupe revient à le favoriser au détriment d'un autre. Donc à créer en même temps une nouvelle discrimination. Mais ça, les féministes 2.0 s'en moquent complètement et appellent même ça des male tears, traduire des larmes d'hommes, en disant en gros, oh les pauvres hommes qui ont tout et qui pleurent quand on leur prend un tout petit peu. Alors non seulement c'est un raisonnement stupide et dangereux, puisque c'est comme dire qu'il est légitime de voler un individu au prétexte qu'il soit riche. Ok, donc il se contente de ne pas prendre en compte le fait que des discriminations existent déjà et que les hommes ont des avantages injustement acquis. On va revenir dessus après. Toutefois, pour justifier, il fait une analogie, c'est comme voler un riche. Sauf que son analogie part du principe que le riche aurait mérité sa richesse pour que ce soit du vol. Mais si le riche est un voleur, ça marche plus. Rappelons qu'il était bien content que les journalistes de la Ligue du LOL voient leur carrière foutue parce qu'ils avaient réussi de manière injuste. Donc, niquer la carrière de ces mecs, pour lui c'était une bonne chose. Mais subitement, pour prendre la richesse de quelqu'un, il suppose que la richesse est forcément bien acquise. Donc il change sa vision du monde quand ça l'arrange. C'est un mensonge des plus ignobles. Il finit par nous dire ceci. Mais en plus, je le répète, la vie ce n'est pas un jeu d'équipe, la team homme ça n'existe pas, puisque que ce soit un homme ou une femme qui soit nommé injustement à ma place, ça revient au même. Dans les deux cas, je suis en position SVP, ça se fait pas. Il faut ici prendre en compte le fait qu'un homme a plus de chances d'être favorisé. Donc si à l'échelle de sa petite personne, de son point de vue personnel de type qui n'a jamais travaillé dans une entreprise, ça change rien pour lui, il faut quand même savoir qu'il a en tant qu'homme moins de risques d'être dans une situation injuste, à la différence d'une femme. Notons que cette idée, pour moi, ça change rien, il l'avait déjà dit précédemment avec son argument du moi-je, et aussi dans cet extrait que j'avais gardé sous la main. Et que le fait que ce soit un homme ou une femme qui soit mieux loti que moi, ben en fait ça change strictement rien à ma vie. À 3 reprises, le Raptor dissident se sert de son propre point de vue subjectif et autocentré pour justifier son discours, comme si le monde tournait autour de lui. C'est extrêmement puéril, mais on commence à s'y habituer. Quoi qu'il en soit, il nous avait rappelé lui-même l'existence du harcèlement moral et sexuel, il l'avait pas précisé, et le chantage sexuel qui touche les femmes. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore, il existe de nombreux comportements sexistes nuisibles, comme le harcèlement moral sur son lieu de travail et le chantage sexuel pour ne citer que. Ça, c'est des trucs que lui, il risque pas d'avoir à supporter, surtout sur YouTube ou en faisant des stages de muscu. Ça peut arriver, mais sûrement moins qu'une femme. Donc le mec, il nous a parlé tout à l'heure de discrimination qui touche les femmes dans le monde du travail, et là subitement, elle n'existe plus. Il oublie ce facteur. En l'espace de quelques minutes, il a tout simplement effacé lui-même des éléments qu'il nous avait pourtant présentés auparavant. On voit une nouvelle fois qu'il modifie régulièrement la réalité pour l'adapter à son discours du moment. Même si ça rend son discours incohérent, il s'en bat les couilles vu qu'il fait de la propagande. Quatrièmement, si on applique la discrimination positive pour les femmes ou toute autre catégorie en croyant résoudre un certain manque d'égalité réelle, on déplace injustement le critère de sélection de la compétence vers l'appartenance à une catégorie. Bon, je vais faire ça vite, mais c'est déjà comme ça. La société fonctionne déjà comme ça. Il nous fait croire qu'actuellement, le critère de sélection, c'est la compétence. Les discriminations à l'embauche, les stéréotypes de genre, pour lui, ça n'existe pas. Toutes les études qui vont dans ce sens, on les emmerde parce que lui, il a vu un article d'un juriste obsédé qui a vu un documentaire à la télé norvégienne. Bon, c'est une négation de la réalité. Et c'est le mythe de la méritocratie, sur lequel j'avais fait un billet d'humeur. Toutefois, après, on va voir que ça va plus loin que ça. N'empêche, pour démonter cette théorie, ce qui est excellent, c'est que j'ai même pas besoin de sortir des contre-exemples, vu qu'il l'a fait lui-même. Tout le monde sait que depuis le collège, il vaut mieux être un lèche-cul pour avoir des bonnes notes à l'oral. Il nous avait dit que pour réussir, faut être un lèche-cul et tout le monde le sait. Mais maintenant, pour réussir, il suffit d'être compétent. Faudrait savoir. Pareil quand il parlait sur Twitter des femmes qui, d'après lui, auraient couché pour leur CV. C'est pas grâce à leurs compétences alors. Donc là encore, pour justifier son discours, il oublie de prendre en compte des facteurs qu'il avait pourtant utilisés précédemment pour justifier son discours. Il est capable de changer de vision du monde plusieurs fois en 10 minutes. Pour un dinosaure, il s'adapte vite. Et donc, on condamne définitivement la personne favorisée à être à jamais dans l'esprit des autres, celle qui est arrivée là grâce au quota et non grâce à sa compétence. C'est-à-dire qu'en fait, on la stigmatise. On la stigmatise.
Il est contre la stigmatisation maintenant? Le mec nous dit que les femmes victimes de chantage sexuel sont des prostituées. Il pointe du doigt les féministes comme étant jalouses, envieuses, dangereuses. Il dit que les femmes sont des langues de vipères, etc. Et là, subitement, la stigmatisation, c'est pas cool. Outre le fait qu'il dit aux autres de pas faire ce qu'il fait lui-même, comme les donneurs de leçons qu'il dénonçait, il se base sur la réaction des gens. Donc, il légitime la stigmatisation. Il nous fait croire qu'il faut l'éviter, donc il se donne une bonne image. Mais il valide le processus de stigmatisation. Là, ça me rappelle un argument de la Manif pour tous qui consiste à dire que les homosexuels doivent pas avoir d'enfants parce que leurs enfants seront stigmatisés à l'école. L'argument c'est « faut pas que les homosexuels aient les mêmes droits que tout le monde à cause de l'homophobie ». C'est justifier l'homophobie par l'homophobie. Bah là, le Raptor, il fait pareil, il justifie la stigmatisation sur le prétexte de l'éviter. Puis c'est marrant, hein, la stigmatisation. C'est un phénomène social de groupe. Là, subitement, on n'est plus des individus isolés. Là, subitement, les gens peuvent agir en groupe social organisé. Il se fout de notre gueule. Il est encore en train de changer de vision du monde du moment que ça lui permet de défendre ses idées. Je vais donner une impression, là on arrive à la fin de son texte et on voit qu'il ne développe plus rien du tout. Les arguments sont balancés à la chaîne, il y en a un toutes les 5 secondes. Il est juste en train de bâcler sa vidéo. Mais ses erreurs, ses incohérences, c'est pas de la bêtise, hein. C'est juste qu'il en a rien à foutre. Il veut pas que les gens comprennent ce qu'il dit, mais il veut qu'ils pensent que c'est vrai. Il a même pas la prétention de faire quelque chose de cohérent ou de vrai, du moment qu'il balance des tas de conneries qui sont censées aller dans le sens de son idéologie. Et cinquièmement, la discrimination positive est en réalité un énorme mépris pour les femmes, puisqu'on considère qu'elles sont incapables, sans coup de pression envers les autres, d'arriver au même niveau. Oh putain, non mais c'est excellent ça, c'est excellent. Le mec nous dit qu'il faut pas mépriser les femmes, alors que c'est son gagne-pain, hein. Tout à l'heure, il utilisait comme argument un cliché misogyne. Si bitcher dans le dos des gens c'était un sport, pour la première fois au monde, une équipe féminine aurait du niveau. Un énorme mépris pour les femmes. Il en a vraiment rien à foutre d'être cohérent. Bon, on notera aussi que prétexter le mépris, c'est un argument moral, hein. Tiens, ne me dites pas que, encore une fois, les mecs qui font le plus la morale aux autres sont en fait les plus gros connards du game. Donc là, il nous fait une leçon de morale contre le mépris envers les femmes, en ayant été lui-même méprisant envers les femmes. On comprend alors mieux pourquoi les petites pestes médiocres, jalouses et carriéristes sont aussi dévouées à la cause. Par contre, étonnamment, aucune d'entre elles n'a jamais été intéressée par la parité chez les éboueurs ou dans les métiers physiquement pénibles ou très risqués. Oh putain, ce qu'il est con. Ça, c'est un pseudo-argument basique chez les antiféministes, alors on va bien se pencher dessus. Il nous dit donc que les femmes ne seraient pas intéressées par les métiers pénibles ou dangereux, en sous-entendant que ça ferait d'elles des hypocrites, qui veulent la parité quand ça les arrange. On peut démonter très vite la logique en disant que si les femmes ne sont pas éboueuses, c'est parce qu'elles ne le veulent pas, ça signifie que les hommes sont éboueurs, parce qu'ils le veulent. J'ai rien contre les éboueurs, hein, mais on me fera pas croire que c'est une vocation. La manipulation se présente ainsi. 1. Il réduit l'orientation professionnelle à un choix, ce qui devient vite absurde quand on parle des métiers pénibles ou certains métiers dangereux. 2. Il sélectionne 2 exemples qui vont dans son sens, alors qu'il aurait pu parler des femmes de ménage, hein, qui sont surtout des femmes, comme le nom l'indique, contrairement à hommes politiques. 3. Il y a un procès d'intention comme quoi les féministes seraient hypocrites. 4. Il porte cette responsabilité sur les féministes. Pourtant, même si toutes les féministes refuseraient ces emplois pénibles, les femmes non féministes devraient y aller et remonter la moyenne, ce qui n'est pas le cas. D'ailleurs, ça fait qu'il vient de traiter toutes les femmes d'hypocrites. Peste médiocre, jalouse et carriériste, un énorme mépris pour les femmes. Et 5. Il choisit un angle qui l'arrange, donc des métiers précis et pas une vision d'ensemble de la société. En effet, on pourrait parler des emplois précaires. À l'échelle de la société, les femmes connaissent 2 fois plus la précarité que les hommes. Comme par hasard, les hommes ne sont pas intéressés par les emplois précaires. Clin d'œil, clin d'œil. Maintenant, prenons 3 secteurs qu'on associe habituellement à la féminité. Les soins, la cuisine, l'éducation. On remarque alors qu'il y a 87% d'infirmières et 47% de femmes médecins. Il y a en cuisine 3 femmes pour 14 hommes, encore moins dans les postes de chef cuisinier, et pourtant dans les foyers ce sont surtout les femmes qui cuisinent. La cuisine est une affaire d'hommes à partir du moment que ça permet de gagner du fric. Enfin, il y a 83% de femmes professeurs des écoles, alors que ça tombe à 30% de femmes dans les postes à responsabilité académique ou ministérielle. Dans ces 3 domaines-là, qui sont censés être des trucs de gonzesse. Plus on monte dans la hiérarchie sociale, et plus il y a d'hommes. Comment il nous explique ça? Est-ce qu'il nous explique ça par le choix? Est-ce que les femmes décident d'elles-mêmes de choisir des métiers plus bas dans la hiérarchie sociale pour un même secteur d'activité? Et pourquoi? Parce que ça leur plaît? Une explication stupide que je l'invite à démontrer. Sinon, on peut expliquer ça par des discriminations sexistes et stéréotypes de genre. Les hommes ont le pouvoir et ils le gardent pour eux. C'est ça la réalité et pas son monde imaginaire. Comme nous le rappelait lui-même le Raptor dissident, qui visiblement ne prend pas en compte les informations qu'il a sous les yeux. Il y a 55 ans par exemple, les femmes ne pouvaient pas travailler ou ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de leur mari. Les femmes ont légalement un accès libre aux professions depuis seulement 55 ans. Donc forcément, la société n'a pas terminé sa transition. Et donc non, on ne peut pas réduire les différences d'orientation professionnelle à des choix individuels. Bref, une nouvelle fois, il vient d'essayer de nous manipuler. En définitive, on a là affaire à une idéologie totalitaire
totalitaire basé sur des raisonnements dangereux qui en fait considèrent que l'homme représente la classe dominante qui a usurpé sa place et spolie les autres et qui doit donc être remise en place par la justice sociale. Ce féminisme est une dérive ancrée dans le marxisme culturel qui définit la société selon des rapports oppresseurs-oppressés et qui nie totalement la notion d'individu. Oh putain. Déjà, il parle d'une idéologie totalitaire. Le mot totalitaire, ça fait peur, hein, surtout à côté du mot dangereux, mais il a apporté aucune preuve que le féminisme est totalitaire. Ensuite, il sous-entend que non, les hommes n'ont pas volé leur place. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, faudra expliquer pourquoi les hommes sont globalement mieux placés dans la hiérarchie sociale, y compris dans des métiers qu'on considère féminins. Il nous parle aussi de féminisme 2.0. 2.0, ça permet de discréditer, de dire que c'est nouveau et sur internet, donc pas très crédible. Ce qui est un peu con pour un youtubeur, un type qui se diffuse sur la télé 2.0. Mais le féminisme qu'il vise, c'est le féminisme radical qui existe depuis les années 60. Donc rien de neuf en réalité. Par contre, la parité, c'est aussi un combat du féminisme libéral. Or, le féminisme libéral, c'est le féminisme qui a permis l'égalité en droit. Ainsi, il dénonce un féminisme qu'il prétend totalitaire et dangereux, tout en ayant vanté ses acquis par le passé. Donc, ce qu'il dérange, c'est de continuer la recherche de l'égalité. De plus, il fait à nouveau un homme de paille, hein. À plusieurs reprises dans sa vidéo, il dit que les féministes nient totalement la notion d'individu. Il a dû dire ça 3 fois, histoire que ça rentre bien dans la tête de son public. Mais c'est juste absurde. Et ensuite, il dit que le féminisme serait ancré dans le marxisme culturel, ou cultural marxisme. Bon, ben ça c'est un concept qui circule pas mal à l'extrême droite américaine et qu'il reprend ici. Il y a plusieurs versions de ce concept par ses promoteurs. Évidemment, le Raptor dissident ne développe pas, comme ça il ne se mouille pas. Toutefois, moi j'en vois 2 versions. La version extrême, je vous la mets à l'écran et je vais pas l'analyser, mais si le marxisme culturel existe, alors ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont les juifs et les banquiers, qui oppriment les hommes blancs hétéros. Tiens, subitement les oppressions existent. Hommes blancs hétéros dominés par les noirs, les LGBT et pédophiles et autres déviants sexuels, etc., etc. Voilà, bon, la version la plus soft, on peut la trouver chez des gens se revendiquant du libéralisme, comme sur le site Liberpedia, qui nous dit ceci. Le marxisme culturel consiste à modifier ce cadre philosophique, le cadre philosophique libéral, hein, de manière subtile en faveur du collectivisme et du communisme, pour faciliter une éventuelle prise de pouvoir ultérieure. Il consiste aussi à mentir, manipuler, désinformer, user d'arguments de mauvaise foi, autrement dit avancer des arguments auxquels on ne croit pas soi-même, dans le but de saborder les sociétés non socialistes. Alors ça c'est quoi? Ça, c'est la conspiration de l'ennemi de l'intérieur, le traître qui veut saboter la société. Ça, c'est l'affaire Dreyfus. C'est le protocole des sages de Sion, c'est le judéo-bolchevisme, c'est Mein Kampf, c'est tout l'antisémitisme moderne. Il n'y a pas d'autre idéologie politique qui voit la société comme ça. C'est une grille de lecture de la société qui est celle des nazis. Il faut le savoir, hein, voilà. On remarquera qu'à 2 reprises dans sa vidéo, il a dit que les thèses de ses opposants politiques, la parité et les stéréotypes de genre, sont des mensonges. Un mensonge, c'est prétendre que quelque chose est vrai alors qu'on sait que c'est faux. Donc c'est la preuve qu'il est totalement dans cette idéologie consistant à croire, ou nous faire croire, vu comme il essaie de nous manipuler, que les féministes, et sûrement d'autres opposants politiques, sont des traîtres. Ça implique que tous les arguments de ces personnes seront rejetés, vu que ça ne peut être qu'un mensonge. Il s'agit donc d'une démarche sectaire et extrémiste de renfermement sur soi-même. Comme on parle de ce concept utilisé par l'extrême droite américaine, j'en profite pour relever qu'à plusieurs moments de sa vidéo, il a décrit ses opposants politiques comme des hommes soja. Selon leurs critères d'hommes soja, certaines de ce genre d'hommes soja journalistes, le d'hommes soja hypocrite. C'est la traduction de soy boy, une autre expression de l'extrême droite américaine qu'il est en train d'importer. Au passage, ça a bien fait marrer Papacito dans les commentaires. Moi j'ai envie de dire, détends-toi, hein, il a juste fait un copier-coller dans un logiciel de traduction. Bref, c'est une insulte qui vise des hommes considérés comme pas assez masculins, trop féminins. Alors c'est marrant, hein, il dit que les hommes et les femmes ne jouent pas en équipe, mais si un homme est à ses yeux trop proche des femmes, il faut l'insulter. Faut pas que les hommes soient dans l'équipe des femmes, hein, mais à part ça, y a pas d'équipe, bah non. Encore une incohérence, mais bon, on va plus les compter maintenant. Mais poursuivons sa vidéo avec son dernier argument. Pour celui-ci, je vais laisser la main à quelqu'un de plus compétent que moi, j'ai nommé ce gros bâtard de productif. Ce gros bâtard de productif. Imposer des quotas au nom de la discrimination positive n'est rien d'autre qu'une guerre contre la liberté individuelle, en plus de constituer un handicap économique majeur, puisqu'en refusant la promotion à la compétence, on freine la compétitivité des entreprises. Bonsoir à tous, c'est Productif, j'espère que vous allez bien et je suis vraiment très honoré de passer dans l'émission L'œil du bouseux. Coucou, maman. Revenons une petite minute sur ce qui vient de se dire. Les quotas, c'est de la merde parce que si on bloque la promotion à la compétence, ça freine la compétitivité des entreprises. Cet argument aurait pu marcher si la balance avait changé de côté au cours de ces dernières décennies. Cependant, ça n'a jamais été le cas. Il y a 20 ans, les femmes représentaient seulement 23% des cadres et aujourd'hui, elles ne sont encore que 34%. Il n'y a, en France, jamais eu plus de femmes cadres que d'hommes cadres. Et pourtant, il y a plus de femmes que d'hommes en France. Du coup, la part devrait être de 50-50.
50 grosso merdo, étant donné qu'on considère en ce cas que seule la compétence devrait donner accès à la promotion. Comme je l'ai indiqué précédemment, ce n'est pas du tout le cas. C'est tellement pas le cas d'ailleurs qu'il y a une expression pour le fait que les femmes sont freinées dans leur ascension hiérarchique. C'est le plafond de verre. Seulement 11% de femmes représentent les fonctions de cadre à forte responsabilité. Le constat est que les femmes se heurtent à un mur de verre invisible qui les empêche d'accéder à des postes à haute responsabilité. Alors peut-on encore parler de promotion à la compétence? Si on considère que c'est partout le cas, alors ça voudrait dire que celui qui avance un tel argument considère que les femmes ne sont pas aussi capables que les hommes. Auquel cas, c'est un gros con. Cependant, nous avons tendance à affirmer en ce moment que le plafond de verre se pète tout doucement la gueule et que les écarts donc se réduisent. Question, les écarts se sont-ils réduits d'eux-mêmes ou est-ce que les hommes au pouvoir ont d'eux-mêmes décidé d'accorder des promotions aux femmes compétentes, à se dire qu'ils vont pouvoir être dirigés par des femmes, parce que oui, un bon paquet de sacs à merde à qui ça peut poser problème, à les faire intégrer leur réseau et tutti quanti. Non, bien évidemment, il a fallu faire passer un bon nombre de lois, qui sont encore aujourd'hui plus ou moins respectées, mais c'est une autre histoire, comme les lois sur les traitements salariaux de 1907, 1972, 2006 et 2012, celles sur la représentativité des femmes dans les milieux politiques et professionnels de 1944, 1983, 1999, 2000, 2001, 2007, 2008, 2011 et 2014, et les lois sur les congés parentaux de 1909, 1928, 1970, 1985 et 2002. Oui, pour cette dernière, le congé paternité, même s'il est encore perfectible, peut réduire la discrimination à l'embauche ou à la promotion. Ces lois ont donc amélioré la condition des femmes au sein des entreprises et leur a permis d'accéder à de meilleures conditions de travail. On a amélioré les conditions en instaurant des règles, donc des quotas, et est-ce que les entreprises du CAC 40 par exemple sont mourantes actuellement? Absolument pas. Preuve en est, l'observatoire Schema de la féminisation des entreprises, et venez pas me dire que le Schema c'est un truc de gauchiste, hein, c'est une école de commerce bordel, menée par Michel Ferrari, a publié une étude en 2011 qui montre qu'en période de récession comme en période de croissance, les entreprises présentant plus de 35% de femmes cadres ont un meilleur taux de croissance, une meilleure rentabilité et un taux d'emploi plus élevé. Les entreprises avec le plus fort taux de femmes cadres ont donc été plus compétitives. Comme on l'a vu, ces femmes cadres ne sont pas arrivées là parce que les hommes dirigeants l'ont bien voulu. Elles sont arrivées là à force de régulation et donc d'instauration de quotas. Avant d'avancer des arguments de nature économique pour faire bien, mieux vaut vérifier ses dires. Allez, bisous! Ce gros bâtard de productif. Finalement, être opposé à ce féminisme 2.0, ce n'est pas être misogyne ou sexiste, contrairement à ce qu'essayent de dire ces militantes. Oui, t'es pas misogyne et t'es pas sexiste, hein, mais non, tu trouves que les femmes sont des langues de vipère, tu t'en prends particulièrement aux femmes avec une préférence pour les adolescentes, tu t'en prends aux hommes qui sont à tes yeux trop féminins, le mot clitoris te met mal à l'aise, et tu trouves qu'une femme violée est une pute sans honneur. Mais ça, c'est pas du sexisme, mais c'est pas de la misogynie, bien sûr. Bon, allez, la conclusion. Eh ben, c'était vraiment de la merde. C'est pas possible qu'il croie que tout ce qu'il dit est vrai, mais il veut que ce soit vrai. Et c'est très différent. On l'a vu quand il dit « moi je vois pas les hommes et les femmes comme une équipe, moi je m'en fous qu'une femme réussisse mieux que moi, etc. » Il croit que c'est en répétant que le monde marche à sa manière que ça va devenir la réalité. Alors pourquoi? Déjà parce que tout ce qu'il veut, c'est que ses idées passent, peu importe qu'elles soient vraies ou fausses. Il fait donc de la propagande. J'aurais également pu relever beaucoup de tournures de phrases orientées ou tout simplement mensongères. Quoi qu'il en soit, pour aller dans le sens de sa propagande, il utilise des facteurs qu'il n'utilise plus à d'autres moments. Il est constamment dans des doubles standards. Un coup la société est un peu complexe et politique, un coup elle est très simple. Dans l'ensemble, il y a rien qui tient. Moi, il y a 2-3 ans, j'avais du mal à me faire un avis, vu que le mec passe son temps à dire un truc, puis l'inverse. Sur quoi se baser? Alors on se dit, il troll. Mais non, en creusant la surface, on voit où il veut en arriver, et c'est de la propagande. On pourrait expliquer ça par les biais cognitifs ou la dissonance cognitive. Sauf que le mec, il y a des moments où il sait très bien ce qu'il fait. On l'a vu quand il efface les noms des journalistes de BuzzFeed. On l'a vu quand il dit que les thèses de ses opposants politiques sont des mensonges, etc. Et on ne peut pas être con à ce point-là. Sa source, j'ai vu un documentaire à la télé, il balance un cliché misogyne à base de tout le monde sait ça, etc. Et une grille de lecture de la société qui implique que les éboueurs ont choisi ou mérité d'être éboueurs, juste, ça passe pas, hein. Le mec, il dit aux pauvres que s'ils sont pauvres, c'est de leur faute, ils se sont pas assez bougé le cul. Ça passe uniquement si ça permet de nier la légitimité des outils habituellement associés à la gauche, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Sauf quand ça l'arrange, évidemment. Mais en refusant d'utiliser ces outils, il se retrouve dans un monde imaginaire totalement absurde. Ce monde, il ne l'explique pas. Il affirme qu'il est comme ça, mais il explique pas pourquoi. Pourquoi des gens font des choix, pourquoi ils sont plus compétents. Il explique ça par la volonté, mais la volonté, il faut bien l'expliquer, faut qu'elle ait une origine. On peut dire que l'origine de l'univers, c'est Dieu, mais dans ce cas, quelle est l'origine de Dieu? Et là où ça devient vraiment dangereux, c'est que s'il faut expliquer le fonctionnement du monde à sa manière, donc en disant que si des gens réussissent, c'est parce que c'est leur choix ou leur mérite, et qu'il n'y a pas de déterminisme social, qu'est-ce qu'il reste comme explication au fonctionnement du monde? Le réductionnisme biologique. Et là on en arrive tout de suite au spencerisme. Si des gens réussissent, c'est parce que c'est dans leur nature de réussir, les perdants de la société ont été naturellement sélectionnés, ils pratiquent notamment ce réductionnisme biologique par le biais des hormones. Tests hormonaux aux résultats négatifs.
La vidéo est assez longue comme ça, je vais pas approfondir, mais régulièrement il fait référence à ça, la sélection naturelle appliquée à la société humaine. Ce qui est la base de l'eugénisme et du nazisme, c'est un fait. S'il y a des gens qui me font des remarques « Point Godwin, tu le traites de nazi, c'est trop facile !» Bah désolé, mais un mec qui me dit que les exclus de la société sont naturellement faibles, inférieurs et ont été naturellement sélectionnés, que seule la biologie explique la société, qu'il y a des ennemis de l'intérieur prêts à nous trahir et que ces gens sont des communistes, le tout avec une grille de lecture antisémite, c'est un nazi. Vous pourrez écouter mes autres émissions de cette rubrique Œil du Bouzeux, je suis pas du genre à traiter les gens de fascistes ou de nazis à l'emporte-pièce, mais là j'ai pas le choix. Si t'es pas prêt à accepter la réalité de mes démonstrations et si t'as pas de contre-argument solide, ferme ta gueule. Ensuite, au niveau de la dangerosité du type. En tant que personne, il est pas dangereux, hein. C'est un lâche, et face à un contradicteur un minimum sensé et cultivé, il tient pas 2 secondes, à moins de se contenter de pourrir l'échange. La seule chose qu'il est capable de faire. Ses bases idéologiques, ça vient du 19e siècle. Aujourd'hui, ça passe plus, à moins d'enrober, mais il en est pas capable. Évidemment, il est dangereux à travers ses fans hardcore, des extrémistes très agressifs sur internet. Juste sur internet, hein, parce que face à un tribunal du monde réel, il baisse les yeux. Mais son discours est dangereux. Par contre, il est pas très efficace. Son public cible, c'est des gamins de 15 ans maximum, très influençables, et quand t'as un minimum de culture, de recul et de maturité, ça passe pas à moins d'être déjà convaincu. C'est pour ça qu'il se comporte lui-même comme un enfant, avec des attaques et des arguments puérils. C'est parce qu'il n'a pas les facultés pour s'adresser à des adultes. Il faut voir aussi les commentaires, c'est 1, 2, maximum 3 phrases, la plupart relèvent les gags, et les autres sont en plein biais de confirmation sur l'un ou l'autre détail. Tu peux pas retenir tout ce qu'il dit. À la fin, tu gardes juste une vague idée très floue. Tout ce qu'on peut mémoriser, ce sont les grandes lignes. Les bien-pensants sont des hypocrites. Les féministes sont des menteuses. La parité, c'est des conneries. Avec 2-3 lieux communs que l'auditeur avait déjà intégrés. C'est-à-dire les femmes sont des langues de vipère, les féministes sont jalouses, etc. On notera que le procès d'intention des féministes jalouses, il a utilisé ça à 3 reprises, mais à aucun moment, il n'a démontré l'intention. De plus, tu peux pas intégrer éternellement ces idées vu que le monde qu'il présente est absurde. Pour trouver des données scientifiques qui le soutiennent, faut remonter au 19e siècle. Et les logiques à base de ce sont les meilleurs qui gagnent, t'oublies ça très rapidement quand tu commences à travailler. C'est pour ça que le Raptor dissident est pas passé à autre chose. Par contre, il peut faire passer une partie de ses idées, confirmer le libéral-conservatisme, diffuser une grille de lecture sociale eugéniste, de réductionnisme biologique, et saper le travail de ses opposants politiques avec des conneries qui n'ont comme seule force d'être simples et balancées avec assurance. Heureusement, le mec, même dans son propre camp, il est grillé. Parce qu'à force d'être autant dans le double discours, il est toujours sur le fil, et au bout d'un moment, ça casse. Une partie de son public finit par se rendre compte, au minimum, de son hypocrisie et de son incohérence. Il pourra toujours prendre des postures de chercheur de vérité, d'inspecteur rationnel, mais ça change rien dans la pratique. Clairement, pour moi, il n'a aucun avenir. Il est totalement en train de se casser la gueule en se confortant dans ses idées délirantes. Puis quand tu défends des thèses découlant des nazis, alors que tu t'appelles Ismaël ou Slimani, il y a un moment ça coince, hein. C'est pour ça qu'il en fait des tonnes. Il se fait plus royaliste que le roi pour se faire accepter par les gens qui défendent traditionnellement ses idées. C'est aussi pour ça que Alain Soral l'a attaqué. Soral pouvait pas accepter de voir un jeune kabyle aux dents longues s'approprier l'extrême droite à tendance nazie sur internet sans se soumettre à lui. Mais en attendant qu'il s'effondre sur lui-même, avec sa propagande, il aura quand même importé des concepts de l'extrême droite américaine et répandu sa merde idéologique nazifiante. Merci à vous de m'avoir écouté, cette émission m'a beaucoup coûté. Il a fallu que je me plonge dans son discours pour déconstruire sa pensée et je peux vous dire que je me sens très sale. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!